Bonjour les TG3, ou bonsoir plutôt, puisqu'il est un petit peu tard. Comme promis, on finit pour l'instant la dernière partie de notre chapitre sur le bilan de la Deuxième Guerre mondiale et des prémices de la guerre froide. Donc on a vu le bilan de la guerre dans une première partie, les fondements d'un monde nouveau dans la deuxième partie, et puis donc les premières tensions et conflits qui apparaissent très rapidement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je vous ai parlé rapidement donc, du coup de Prague qui montrait la stratégie communiste pour s'emparer des pays qui avaient été plus ou moins libérés par l'armée rouge pendant la guerre, à savoir on multiplie les agitations dans le pays, on réclame des communistes au gouvernement, et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils demandent leur attachement à l'URSS. Alors, histoire d'illustrer un petit peu ça, je vais démarrer, préfère vous prévenir tout de suite de manière violente, puisque je vais vous passer un rapide documentaire, mais que je n'ai trouvé qu'en anglais, mais vous savez, moi je suis un adepte de la pluridisciplinarité, notamment en anglais, donc je vous le mets, et puis je vous résume très brièvement la situation après, même si vous la Subversion is, of course, an important technique of communist conquest. Czechoslovakia in 1948 is an established democracy in Eastern Europe. Suddenly, a rash of strikes. Conservative elements are forced to resign from the cabinet. Communist deputies pound their desks. As the street demonstrations reach riot proportions, police brutality in putting down the riots is charged, and the communists take over the police. On February 25th, informed that the alternative is civil war, and aware of unmistakable threats of invasion from the Soviet Union if he does not capitulate, President Benesch accepts a communist cabinet. But Jan Masaryk, son of the country's greatest hero, will not go along and remains in the Foreign Office. 2 weeks later, his dead body is discovered. Whether he was murdered or killed himself is not known to this day. 3 months later, a constitution, Soviet style, is adopted by Parliament. Benesch refuses to sign it and is forced from office. Before the year is over, Czechoslovakia, like its heroes, Benesch and Masaryk, is dead. Voilà, donc ça fait peur. Donc je vous résume au cas où vous n'auriez pas compris, mais comme je sais que vous êtes à peu près bilingue, vous avez forcément compris. Donc vous avez vu dans la première partie de la vidéo donc les troubles dans la rue, des communistes mènent un petit peu l'agitation, manipulent un peu la population, qui réclament donc un remaniement ministériel avec davantage de ministres communistes, ils étaient en tête aux premières élections à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez vu deux hommes morts avec le logo du régime communiste apparaître. En fait, il y a un ministre qui n'était pas communiste qui a refusé de démissionner, et les autres ont pris peur. Donc les non-communistes ont démissionné. Il y en a un qui a refusé de démissionner, et mystérieusement, on l'a retrouvé mort quelques jours plus tard. Donc on vous dit qu'on ne sait pas officiellement s'il s'est suicidé ou s'il a été assassiné, mais en tout cas voilà, sa mort est douteuse. Et donc Benesch, le président, finalement accepte ce nouveau gouvernement communiste. Le problème c'est que ce gouvernement communiste, vous avez vu à la fin, se réunit pour créer une nouvelle constitution en Tchécoslovaquie, et cette constitution elle est complètement basée sur le modèle soviétique. Et donc le président Benesch refuse de la signer puisqu'il ne veut pas devenir un pays satellite de l'URSS, mais il est seul, et il voit qu'il n'est pas soutenu, et donc il est amené à démissionner de son poste de président, et mystérieusement aussi
Quelques semaines plus tard, voilà, il meurt également. Donc voilà, la Tchécoslovaquie passe clairement du côté soviétique. Alors, je vous avais expliqué que cet événement avait fait un petit peu peur, hein, aux Alliés qui ont vu clairement comment les Soviétiques manipulaient les pays d'Europe de l'Est pour les faire rentrer dans leur camp. Et je vous avais dit que donc du coup les Alliés, pour voilà, être plus forts, hein, avaient décidé, notamment pour l'Allemagne, dont ils étaient persuadés que ça pouvait être potentiellement la prochaine cible de l'URSS, associer leurs zones, voilà, pour être plus puissants. Alors, je vous emmène sur un autre reportage, en français cette fois-ci, je vous rassure, qui résume très brièvement le blocus de Berlin. Vous voyez, on est toujours dans le même style de musique. Berlin, à la suite des mesures de blocus ordonnées par les autorités soviétiques, n'est plus qu'une ville morte, coupée de toute communication, une cité figée dont les voies de chemin de fer s'encombrent de longs convois inutiles, dont les canaux ne reflètent plus que des silhouettes de péniches immobiles. Cependant, autour de Berlin, on s'inquiète, on converse. On s'efforce de trouver une solution à cette menace jamais éteinte au centre de l'Europe. Première démonstration de la décision américaine de maintenir les Alliés de l'Ouest dans l'ex-capitale du Reich, une soixantaine de super forteresses volantes venues d'outre-Atlantique faisaient escale en Angleterre avant de s'envoler vers l'occupation américaine. Manœuvre prévue depuis plus d'un an, dit le communiqué officiel. Appelé en consultation à Washington, le général Clay, commandant en chef des forces américaines en Allemagne, a reçu semble-t-il des dirigeants du département d'État de nouvelles consignes de fermeté qui n'excluent cependant pas les possibilités de conciliation. Cette spectaculaire destinée à appuyer cette position, 16 chasseurs à réaction les plus rapides du monde s'envolaient à leur tour pour l'Europe. Il se posait près de Francfort après avoir parcouru le trajet États-Unis-Allemagne depuis l'entrée de ses temps d'escale en moins de 12 heures. À Berlin, cependant, les voitures radio-alliées remplacent de rue en rue une radio dont l'écoute est devenue impossible faute de courant. Et la vie continue, angoissée, lourde d'attente, remplie jour et nuit du sourd grondement des transporteurs aériens, que guettent aujourd'hui 2,5 millions d'habitants, dans le ciel de cette ville redevenu le centre de préoccupation et d'attention d'un monde. Voilà, donc quelques images du blocus de Berlin, hein, qui, je vous rappelle, aura duré quasiment un an, hein, 11 mois, avec ces avions qui continuellement, jour et nuit, ravitaillaient Berlin-Ouest, qui fait qu'à un moment donné, donc Staline a été obligé en quelque sorte de céder, hein, puisque sa tentative de s'emparer de l'intégralité de Berlin avait manifestement échoué, puisque les Américains faisaient comprendre que voilà, s'ils étaient capables de livrer des marchandises aux Berlinois de l'Ouest pendant un an, ils étaient capables de le faire pendant 5, pendant 10 ans. Donc voilà, c'était cette tentative de prise de Berlin a échoué, et donc Staline a dû voilà, faire marche arrière et réouvrir les routes et les voies ferrées pour donner accès aux Alliés à Berlin-Ouest. Donc voilà. Alors, par contre, il nous restait une dernière crise, plus ou moins un dernier point de crise à voir. Ce que vous voyez ici à droite, hein. Vous avez ici, vous voyez, voilà, des représentants, vous pouvez l'imaginer, hein, je suppose, du monde musulman. Et ici, vous avez un sigle que vous connaissez aussi également, qui symbolise donc le peuple juif. Et c'est donc notamment, il n'y a pas que là, mais notamment entre les peuples arabes et le peuple juif que les tensions vont éclater à peu près au même moment.
Alors pourquoi ces tensions éclatent? Parce que le Moyen-Orient a été un enjeu majeur pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était un endroit où on trouvait du pétrole, donc on avait besoin de sources d'énergie pour la guerre. Et donc, c'est aussi pour ça que Hitler a tenté très rapidement de partir vers le Moyen-Orient pour s'emparer des puits de pétrole, de la même manière qu'il était parti en Scandinavie prendre, contrôler la route du fer. Quand on fait la guerre, il faut tout de suite s'approprier les endroits stratégiques voilà, qui permettent de continuer la guerre. Donc, voilà, des ressources pour fabriquer des armes et du pétrole pour déplacer les troupes. Donc ça, on n'en parle pas forcément souvent, mais ça a été des lieux de combat aussi intenses. Et à l'issue de cette guerre, on a deux mouvements qui se développent et qui sont un petit peu opposés. D'un côté, vous avez, vous voyez, je l'ai mis en fluo, ce qu'on appelle le panarabisme. Alors, vous pouvez décomposer le terme, je pense que vous pouvez le comprendre. On en a déjà parlé de ce préfixe pan. Vous l'avez notamment, par exemple, je vous en avais parlé, je crois, dans Candide de Voltaire, le philosophe qui accompagne Candide s'appelle Pangloss, donc Panglossat tout en langue. On a parlé aussi dans l'entre-deux-guerres du pangermanisme. Donc le préfixe pan veut dire tout. Autrement dit, le pangermanisme, l'objectif du pangermanisme, c'était de réunir tous les peuples germains dans un même territoire. Le panarabisme, vous voyez, c'est la même chose, c'est rassembler, créer une alliance de tous les peuples arabes qui voilà, permettrait à la fois d'être plus forts, d'être plus entendus, sachant que voilà, ils sont assis sur des ressources de pétrole qui suscitent beaucoup d'attention. Et c'est aussi pour faire preuve d'unité par rapport à un autre danger, tout au moins le perçoivent-ils comme ça, ce danger, l'arrivée donc du peuple juif, dont on va reparler dans quelques instants. Donc ce panarabisme, qui est une volonté, se traduit de manière concrète par la création, vous voyez, dès la fin de la guerre, elle n'est même pas à peine finie en Europe, de la Ligue arabe. Ligue arabe, c'est donc une organisation régionale dans ce Moyen-Orient qui est fondée par les pays arabes et qui ont pour objectif voilà, de faire mieux entendre leur voix en étant donc unis. Alors, on estimait, enfin, les peuples arabes estimaient avoir besoin d'être unis et de faire entendre leur voix, puisque un danger, je vous disais il y a quelques instants, les menace, tout au moins, voilà, de leur point de vue. C'est un autre mouvement qu'on appelle le sionisme, qui est en fait, si on reprend très rapidement l'histoire du peuple juif, vraiment en deux mots, je vous rappelle que les juifs ont été virés de leur territoire par les Romains, parce que les Juifs refusaient de prêter, de prêter serment en quelque sorte à l'empereur romain, parce qu'ils étaient une religion monothéiste, ils croyaient en Dieu, et donc comme ils ne croyaient qu'en un seul Dieu, ils refusaient de croire en l'empereur romain, qui était pour les Romains, tout au moins, considéré comme étant un Dieu sur terre, un représentant de Dieu sur terre. Donc la société romaine polythéiste, dont l'empereur en faisait partie, n'était donc pas respectée en tant que telle par les juifs qui refusaient voilà, d'accepter l'idée que l'empereur romain puisse être un dieu au même titre que le leur. En plus, c'était un peuple, on va dire, assez partisan de la non-violence et refusait donc de rejoindre les légions. Beaucoup de peuples barbares, quand ils étaient conquis, étaient une partie du peuple soit partait à l'état d'esclave, soit rejoignait les légions romaines. Et les Juifs refusaient de combattre aux côtés pour les Romains, et donc ça a considérablement agacé les Romains, ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont été voilà, exclus de leur territoire, et c'est ce qu'on a appelé le début de la diaspora, donc ce mouvement de juifs qui est parti un peu partout en Europe, dans le monde, s'installer puisqu'ils ne pouvaient plus rester sur leur territoire d'origine.
Alors, c'est pas anodin, hein, puisque du coup, le peuple juif était donc resté un peuple, resté une nation, hein, puisque voilà, ils étaient reliés par une religion commune, une langue commune, des traditions communes, une volonté de vivre ensemble, mais ils ne constituaient plus un État, puisqu'ils n'avaient pas de territoire. Donc, puisque je vous rappelle qu'un territoire, c'est voilà, un espace délimité par des frontières qui peuvent être naturelles ou artificielles. Une nation, c'est voilà, ces gens qui vivent ensemble parce qu'ils ont envie de vivre ensemble et parce qu'ils ont suffisamment de points communs et surtout un désir de vivre ensemble, de bâtir un avenir en commun. Un État, c'est la nation qui est organisée, avec donc un gouvernement, un chef, des règles, des lois, etc. Bon, bah là, ces règles, ces lois, ces chefs, ils n'existent plus, puisque voilà, les Juifs sont éparpillés partout dans le monde. Le sionisme, c'est une idée qui se développe et qui revient en force particulièrement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est le phénomène inverse de la diaspora, c'est de revenir sur les terres des ancêtres pour reconstituer un État qu'on leur a injustement pris dans l'Antiquité. Donc le sionisme, c'est un appel aux Juifs à revenir s'installer dans l'État d'Israël, cette terre promise, parce que voilà, ils estiment qu'ils ont été spoliés injustement depuis des siècles de la terre de leurs ancêtres. Alors, il faut remettre ça dans le contexte de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle que les peuples juifs, c'est 6 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des gens qu'on a trouvés essentiellement dans les camps de concentration et d'extermination. C'est des gens qu'on libère pour ceux qui ont eu la chance de survivre et qui sont vraiment à l'état cadavérique. Et donc, voilà, on est bien conscient à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que s'il y a un peuple qui a bien subi les affres de cette Deuxième Guerre mondiale, c'est entre autres le peuple juif. Et donc, et qui a subi un racisme d'une violence extrême. Donc, les Juifs vont jouer un peu là-dessus. Après, il ne faut pas faire non plus jouer les innocents. Les Juifs voilà, ont des envies et vont jouer leurs atouts pour essayer d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Il est très difficile en 1945 de refuser quoi que ce soit aux Juifs. Et donc, quand les Juifs, les personnages importants comme Golda Meir ou Ben Gourion, qui vont encadrer un petit peu, qui vont devenir un peu les porte-parole du peuple juif, vont manifester leur envie de revenir et de créer un État en Palestine, revenir sur le royaume d'Israël qui se trouve en Palestine, il n'y a pas grand monde qui ose s'opposer à cette idée-là. Simplement, essaye-t-on de modérer un peu cette envie, de dire il faut y aller lentement, il faut y aller par étapes, parce que sur le territoire dans lequel ils veulent revenir, depuis des siècles, il y a d'autres peuples qui s'y sont installés. Et ces peuples-là, ces peuples donc arabes, les Palestiniens entre autres, estiment qu'eux, ils n'ont pas à être responsables, ils ne sont pas responsables du fait que dans quelques siècles auparavant, ils ont été virés de leur pays, et que sous prétexte que maintenant ils estiment que c'est normal qu'ils reviennent, eux devraient à leur tour partir, puisque ça fait eux-mêmes des siècles qu'ils sont là. Donc, on essaye, notamment l'ONU, c'est un des premiers boulots de l'ONU, d'essayer de trouver une solution qui pourrait convenir à tout le monde, mais c'est pas facile. Alors, un petit documentaire vite fait aussi, qui vous résume une situation qui est très complexe, je ne vous le cache pas, et que peu de gens comprennent vraiment parfaitement. En tout cas, pas moi. Peut-être vous me direz. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1922, la Palestine passe sous mandat britannique. La Grande-Bretagne, ayant promis au mouvement sioniste la création d'un foyer national juif en Palestine, est obligée d'accepter une importante vague d'immigration des Juifs. À la fin des années 30, la proportion de la population juive en Palestine est passée à 30%, principalement à cause de la montée du nazisme en Allemagne. Cette situation accentue les tensions entre deux peuples qui désormais se partagent une seule terre. En 1937, les Anglais font une première proposition de partage. L'établissement d'un État juif au nord, le reste de la Palestine un État arabe et la région de Jérusalem resterait sous contrôle britannique. Mais la Seconde Guerre mondiale met fin à ces plans.
Le 29 novembre 1947, l'ONU approuve un nouveau plan de partage dans lequel Jérusalem et Bethléem bénéficient d'un statut international particulier ouvert aux deux peuples. Ce plan est accepté par les sionistes mais rejeté par l'ensemble des Arabes. Malgré tout, Ben Gurion, fondateur du Parti travailliste israélien, proclame l'État d'Israël le 14 mai 1948. Le lendemain, les États arabes voisins lancent une attaque contre ce nouvel État qu'ils ne reconnaissent pas. En juillet 1948, l'État d'Israël contre-attaque et annexe une grande partie du territoire dévolu aux Palestiniens. En 1949, l'armistice des accords de Rhodes scelle ses frontières. C'est la ligne verte. Gaza est alors sous le contrôle de l'Égypte et la Cisjordanie est annexée par la Transjordanie. Les Palestiniens n'ont plus de territoire. En 1967, la guerre de 6 jours va mettre fin au statu quo. Israël, en réponse à des menaces voisines, envahit le Golan, le Sinaï, tous les territoires palestiniens, ainsi que Jérusalem. En 1973, la guerre du Kippour est engagée par les Égyptiens et les Syriens pour récupérer leur territoire. C'est un échec. Israël, soutenu par les États-Unis, réussit à dépasser les lignes. L'ONU demande un cessez-le-feu et des processus diplomatiques sont amorcés. Une partie du Golan est restituée à la Syrie en 1974 et le Sinaï sera rendu à l'Égypte en intégralité entre 1979 et 1982. En décembre 1987, la première intifada va montrer que les Palestiniens refusent l'occupation d'Israël. Et le 15 novembre 1988, le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine proclame la création d'un État palestinien selon le plan de partage de 1947. En 1991, la conférence de Madrid marque les premières négociations dans ce conflit. Elle sera suivie par les accords d'Oslo en septembre 1993. En 2000, la deuxième intifada éclate et la dernière phase des accords d'Oslo est un échec. Depuis, le conflit entre Israël et la Palestine dure toujours. Voilà, alors vous voyez, c'est très complexe. Alors là, le reportage va au-delà des bandes chronologiques de notre chapitre, mais de toute façon, ça va être un fil rouge de la guerre froide, donc autant vous sensibiliser tout de suite à des choses qu'on verra après. Et ce qu'il faut retenir là, ici, hein, dans notre période, c'est, donc vous avez vu, hein, les Juifs ont commencé à débarquer dans les années 30, hein, dans les territoires arabes. Alors on a réussi à raisonner un petit peu les peuples arabes en disant, bon voilà, pour l'instant de toute façon ils sont là provisoirement, ils fuient un peu les violences du peuple nazi, voilà, ils s'installent, on va trouver une solution de partage, mais voilà. Et donc on demandait aussi du coup aux Juifs de s'installer un petit peu discrètement, et de ne pas arriver de manière trop importante. Donc, vous avez vu, hein, donc le territoire était au départ sous contrôle. La SDN puis l'ONU avaient donné mandat à l'Angleterre, hein, pour contrôler un peu cette zone. Les Anglais ont vite compris qu'ils allaient être dépassés et que la situation était difficilement contrôlable. Et donc, vous voyez, en 1947, ils se retirent un petit peu du territoire et confient le bébé à l'ONU. Et donc on demande, hein, on est bien conscient que les Juifs veulent créer leur État, on leur demande d'attendre au maximum, histoire de raisonner un petit peu le peuple arabe, mais on verra, le peuple juif n'a pas souhaité attendre, estimant qu'ils avaient suffisamment attendu depuis des siècles, et ils vont prendre un peu tout le monde de court, hein, en déclarant la création de l'État d'Israël, ce qui va générer un certain nombre de conflits. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, ici, vous avez une carte qui vous montre ce que vous avez vu dans le documentaire, le plan de partage donc de 47 à 49 et notamment ensuite avant et après la première guerre israélo-arabe, et puis un texte qui vous explique la proclamation donc de l'État d'Israël. Alors, si on essaye de disséquer ça de manière un petit peu chirurgicale et précise et structurée, voilà ce qu'il faut retenir, hein. Lisez le texte d'abord, hein, et puis vous aurez comme ça les éléments. Le 14 mai 48, l'État d'Israël est donc proclamé, et ça c'était pas prévu, et Ben Gurion, hein, qui crée l'État d'Israël, s'appuie sur un certain nombre de motivations que vous avez dans le texte. Je ne fais que reprendre des extraits du texte.
Donc il y a des raisons religieuses, hein, parce que Ben Gurion rappelle la naissance du judaïsme dans le pays d'Israël, hein, donc c'est le fondement, hein, de leur peuple, c'est la religion. Et donc voilà, ils reviennent dans le lieu où naquit le peuple juif, hein, donc c'est le retour aux sources. Hein. Il y a des raisons historiques. Hein. Ben Gurion évoque donc l'immigration juive, hein, et les impacts de la Shoah, hein, c'est-à-dire que voilà, Israël, l'État d'Israël va donc devenir finalement un refuge pour les rescapés en disant voilà, tous ceux qui ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes les bienvenus en Israël. Vous aurez une patrie, vous aurez voilà, un État qui vous accueillera, qui vous donnera un bout de terrain et qui vous permettra de vivre normalement. Enfin. Donc, religieuse, historique, hein, voilà, et politique. Hein. La création d'Israël, hein, ben voilà, ça va permettre, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est une nation, mais qui n'avait pas d'État, qui n'avait pas de territoire, donc qui n'était pas un État. Et donc la création de l'État d'Israël, ça permet de donner au peuple juif un État et donc de lui donner, d'être enfin traité comme toutes les autres nations, hein, et notamment voilà, de pouvoir éventuellement postuler à rentrer au sein de l'ONU. Hein. Et donc Ben Gurion annonce qu'Israël, alors là ça reste à voir, hein, c'est des déclarations de bonnes intentions au départ, mais ça ne va pas trop se dérouler comme ça. Il annonce même que toute la population qui se trouve dans cet État d'Israël, même les Arabes, parce qu'il y avait des Arabes qui étaient là, hein, avant, et qui d'un seul coup se retrouvent un petit peu le couteau sous la gorge. Ils étaient sur un territoire palestinien arabe, et en quelques semaines, ils se retrouvent au sein d'un État qui devient Israël. Et on leur garantit un État démocratique respectant la liberté et la complète égalité de droits sociaux et politiques, quels que soient les gens qui vivront sur ce territoire. Bon, ça ne va pas forcément se passer comme ça, notamment avec les Arabes. Alors, cet État, il est proclamé en plusieurs, ça se fait en plusieurs étapes. Hein. Je vous rappelle, le 29 novembre 1947, c'est évoqué dans le documentaire, l'ONU adopte un plan de partage, hein, qui voilà, permet à l'Angleterre de se retirer de ce territoire, parce qu'ils sentent que c'est mal engagé. Donc l'ONU adopte un plan de partage de la Palestine qui prévoit donc 2 États. Je vous invite à revoir le documentaire éventuellement et à faire une pause pour bien voir cette répartition ou même la carte qui se trouve dans la diapo précédente. Donc on a 2 zones différentes, 2 États, un État arabe, un État juif et une zone pour les deux, une zone internationale, Jérusalem, qui serait la capitale pour les deux États différents. Je vous rappelle que Jérusalem est un enjeu particulier puisque c'est une ville 3 fois sainte. Hein. C'est une ville sainte pour les musulmans, c'est une ville sainte pour les juifs, c'est une ville sainte pour les chrétiens. Donc voilà, sa propriété en quelque sorte est très symbolique. Hein. Et donc forcément ça convient à personne, hein, et les violences éclatent très vite entre les juifs et les arabes. Donc, le 14 mai 48, hein, alors qu'on lui avait demandé d'attendre un peu, David Ben Gurion décide de ne plus attendre et annonce donc la naissance et l'indépendance de l'État d'Israël. Et je reviens sur mon panarabisme et la Ligue arabe, qui bien sûr se met en tête du coup de défendre les Palestiniens, donc le peuple arabe qui vient de se faire déposséder de ses terres, hein, et décide finalement d'attaquer, hein, Israël. Et donc le lendemain, le 15 mai 1948, le lendemain de sa proclamation, les pays de la Ligue arabe annoncent qu'ils déclarent la guerre à Israël. Donc le lendemain de sa naissance, hein, je crois que ça doit être une première, ça, à peine créé, le pays est déjà en guerre. Et contre toute attente, Israël gagne cette guerre. Alors, on peut s'interroger, hein, certains d'entre vous pourriez en classe éventuellement me demander, mais comment ça se fait qu'un État qui vient d'apparaître voilà, est en situation de gagner une guerre? Les Israéliens ne sont pas arrivés dans le territoire uniquement avec des pelles et des fourches pour travailler le sol. Hein. Ils sont venus avec des armes aussi, et ces armes, elles ont été fournies notamment par les Américains, qui voilà, ont plus ou moins épousé la cause des Israéliens. Parce qu'ils sont nombreux, quand je vous ai parlé tout à l'heure de la diaspora, beaucoup sont partis vivre aux États-Unis. Et donc il y a
on va dire, une espèce, un peu un groupe de pression juif, un lobby juif assez important aux États-Unis qui essaye de faire valoir un peu ses droits, et ces gens-là sont particulièrement influents. Je vous rappelle par exemple, ou je vous informe si vous ne le savez pas, que la ville de New York, par exemple, 40% de la population de la ville de New York est juive. Voilà, c'est une population qui a un rôle qui joue un rôle important aux États-Unis, et donc les États-Unis vont toujours défendre les intérêts juifs. Donc quand les Juifs sont partis en Palestine, je vous dis, ils ne sont pas partis voilà, avec de l'amour et de l'eau fraîche, hein. Ils sont arrivés aussi donc avec des mitraillettes et des canons. Et donc, la Ligue arabe qui les a pris un peu de haut, pensant qu'ils allaient les mettre dehors en quelques jours, eh ben, ils ont appris à leurs dépens que les Israéliens étaient assez préparés et bien équipés pour pouvoir non seulement riposter, mais en plus s'emparer de territoires qui n'étaient pas prévus au départ pour eux. Donc du coup, ça entraîne, vous voyez, des déplacements de population arabe, hein, qui perdent des territoires et qui sont obligés donc de quitter la Palestine. Donc on reviendra là-dessus parce que vous verrez, enfin, vous avez vu dans la vidéo, il y a des conflits assez récurrents et qui sont assez lourds de conséquences pour le monde, notamment la guerre de 1973. Peut-être que ça vous évoque quelque chose cette année 73. Alors, dernière chose pour terminer sur ce chapitre, hein, des choses sur lesquelles on va revenir dans le chapitre suivant, donc je ne développe pas forcément trop, c'est que la plupart des grandes puissances coloniales, hein, ont été considérablement affaiblies pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France, l'Angleterre, les Pays-Bas se retrouvent ruinés à la fin de la guerre et n'ont pas pu véritablement continuer à gérer leur colonie pendant la guerre. Donc certaines colonies à la fin de la guerre considèrent que c'est peut-être le moment de prendre en main leur destin et d'annoncer clairement aux métropoles que c'est pas la peine de revenir et qu'ils ont bien l'intention de prendre leur destin en main. En s'appuyant sur un certain nombre de raisons, hein, et notamment par exemple l'ONU, hein, ces pays qui sont des pays coloniaux comme la France, l'Angleterre, les Pays-Bas sont des pays qui rentrent dans l'ONU dès 1945, dont les principes de l'ONU, c'est quand même tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est l'égalité des races et des nations. Et donc, certains peuples indigènes, certaines colonies s'engouffrent un petit peu dans la brèche en disant voilà, si vous avez adhéré à l'ONU, c'est parce que vous adhérez à ces principes. Si vous adhérez à ces principes, il faut les respecter chez nous aussi. Sans compter que, je ne développe pas trop, on en reparlera plus tard, vous avez aussi des indigènes qui sont venus faire des études en Europe. Parce que certains ont compris que voilà, ça passait par la connaissance. Le pouvoir passait par la connaissance, et vous avez des gens comme Gandhi qui vont dans des universités prestigieuses en Angleterre, aux États-Unis et qui en France, hein, et qui se familiarisent avec la Constitution française, la Constitution anglaise, la Constitution américaine, qui évoquent des principes qui ne sont pas respectés chez eux. Et donc, ils sont convaincus que leur lutte pour l'indépendance, c'est une lutte où ils sont dans leurs droits, finalement. Ils ne font que réclamer des droits qui sont, comment dire, incontournables dans les métropoles, mais qui ne sont pas du tout appliqués chez eux. Et donc ça, voilà. Donc du coup, ils profitent de cette situation de faiblesse de la part des pays européens pour essayer de devenir indépendants. Donc c'est pour ça que voilà, la Syrie, le Liban, en 1945, vont obtenir l'indépendance de la France, hein. L'Inde et le Pakistan, alors on en reparlera, ça c'est un peu plus mouvementé, mais l'Angleterre va être assez, on va dire, assez ouverte à l'idée d'indépendance. C'est-à-dire que l'Angleterre va faire preuve un petit peu de pragmatisme. Hein, alors, le pragmatisme, hein, je vous rappelle,
c'est un petit peu le bon côté de ce qu'on va de l'opportunisme qui est plutôt, lui, représente le mauvais côté. Le pragmatisme ou l'opportunisme, c'est sa capacité à s'adapter, hein, aux situations. À part que l'opportunisme, c'est vraiment fait pour son intérêt. On est capable de dire un truc et dire le contraire le lendemain si on a compris qu'en disant le contraire, on obtiendrait des avantages. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de scrupules, hein, l'opportuniste, qui n'hésite pas à se contredire régulièrement pour obtenir des avantages. Être pragmatique, c'est voilà, c'est être capable d'observer la situation et de s'adapter. S'adapter aux enjeux pour essayer de faire en sorte que, voilà, ben, bien sûr, d'obtenir des avantages, mais on va dire que c'est moins sournois que l'opportunisme. Donc l'Angleterre fait preuve de pragmatisme en disant, bon, bah voilà, si l'Inde veut l'indépendance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire non. Et si je dis non, je vais aller faire la guerre en Inde. L'Inde, c'est loin, c'est un pays très peuplé, ça va coûter très cher, et on n'a pas l'argent pour. Et puis, en allant faire la guerre très loin, ben, les Anglais vont s'en moquer de cette guerre, ils vont pas s'y intéresser, sauf ceux qui y sont concernés, donc qui ont des enfants qui sont partis faire la guerre. Donc, ceux-là vont plutôt avoir un avis négatif. Donc, la population risque d'être soit indifférente, soit plutôt hostile à cette guerre. Et puis si on la perd, cette guerre, ben, on perdra tout. Et donc l'Angleterre comprend que ben, en accédant à la requête de l'Inde de devenir indépendante, elle accorde, parce qu'elle se dit qu'est-ce qui est finalement le plus intéressant dans une colonie, c'est de pouvoir bénéficier des ressources de ce pays et de les avoir à des prix défiant toute concurrence. Donc, ben, si on accède à la requête de l'Inde, mais qu'en même temps on l'accepte en négociant des prix et des avantages économiques dans nos échanges, ben, on préserve finalement l'essentiel. Donc l'Angleterre accepte de négocier avec l'Inde, mais le problème, je ne développe pas plus parce qu'on y reviendra, puis là ça se complique, c'est qu'en Inde, ben, il n'y a pas que les hindous, il y a aussi des musulmans. Et les musulmans, eh ben, eux, ils disent il n'y a pas de raison, si l'Inde veut devenir indépendante, nous, on ne va pas être dans un pays qui ne nous incarne pas, qui ne nous représente pas. Nous, on n'est pas de la même religion, donc on veut notre propre pays aussi. Et ils veulent créer donc un pays musulman, le Pakistan. Donc là, l'Angleterre va se retrouver coincée entre une colonie, l'Inde, qui veut devenir indépendante, mais dans lequel il y a deux grandes populations, les musulmans et les hindous, qui veulent chacun leur État. Et là, bah, ça va donc, du coup forcément dériver en guerre civile, hein, entre les Indiens et les Pakistanais, ce qui fait qu'on a toujours des très mauvaises relations entre ces deux pays encore de nos jours. Mais j'y reviendrai. Et puis les Néerlandais qui sont obligés de quitter l'Indonésie. L'Indonésie c'est pareil, hein, c'est un pays qui dit bah voilà, on va prendre en main notre destinée et donc qui annonce aux Néerlandais que c'est plus la peine de revenir. Or les Hollandais bien sûr ne l'entendent pas comme ça et donc affrètent une armée. Eux, ils sont pas du tout dans la même optique que l'Inde, hein. Eux, ils veulent garder coûte que coûte ce qu'on appelait à l'époque les Indes néerlandaises. Et ils se préparent à envoyer une expédition armée. Et c'est là qu'on voit bien qu'on rentre dans le cadre de la guerre froide, où on voit bien que le monde petit à petit va être contrôlé de plus en plus par les deux grands. Les deux grands sont contre l'idée de colonisation. Alors officiellement, bah, parce que pour les Américains, la colonisation, voilà, c'est antinomique avec leurs principes, sachant qu'eux-mêmes, dans l'histoire, ont été une colonie et ils ont dû se battre pour obtenir leur indépendance. Donc forcément, une colonie qui veut son indépendance, ça fait écho chez eux. Pour l'URSS, on rentre complètement dans la logique de lutte des classes. La colonisation, c'est quoi? C'est l'exploitation d'une majorité de pauvres par une minorité de riches. Et donc, forcément, l'URSS épouse la cause de ceux qui veulent devenir indépendants. Alors sans compter que, bon, là on est dans les grands principes théoriques, après il y a clairement la réalité du moment où on est toujours, souvenez-vous, dans la chasse aux alliés, hein, aux alliances. Plus on va grappiller de
pays alliés, plus on va accroître son influence et diminuer celle de son adversaire. Donc il y a une espèce aussi de course à l'échalote entre les deux grands pour essayer voilà, dans des opérations séduction auprès des colonies, en disant, bah voilà, on va vous aider à vous libérer, et puis après vous allez faire une alliance avec nous. Et ça ne sera pas si simple que ça, on verra. Et donc, on peut dire, et c'est ce qu'on verra dans le chapitre suivant, que bah, ces nouveaux pays indépendants vont devenir un des enjeux de la guerre froide, mais ça sera pour le chapitre d'après. Alors, en conclusion, bah, très rapidement, parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, je ne pensais pas être aussi long, le bilan matériel humain, moral est absolument terrible, je ne reviens pas dessus, on l'a déjà vu en long, large, en travers. Deuxième thématique, on espère mettre en place un nouvel ordre mondial, avec des institutions nouvelles, l'ONU, donc plutôt politique, des institutions économiques pour remettre en place le plus vite possible le monde en état de marche. Et puis pour autant, très rapidement, bah, les premières tensions apparaissent et un nouveau type de guerre se met en place, donc la guerre froide. Alors, vous avez une petite carte ici qui symbolise un peu l'état des lieux à cette époque-là. Donc, ce qui est en rouge et en jaune, c'est le monde communiste. Donc, l'URSS et ses alliés. On voit bien la volonté d'encadrement, d'endiguement des États-Unis et de ses alliés. Et puis, vous voyez ici une partie blanche là, des territoires qui sont à ce moment-là colonisés et qui sont en voie de décolonisation et qui vont devenir un petit peu le terrain de chasse, le terrain de charme en quelque sorte des deux grands qui vont essayer de s'approprier un maximum ces pays qui vont les uns après les autres obtenir leur indépendance. Et donc, vous voyez, très rapidement, dans les années 50, on a voilà, 1, 2, 3, 4 pays qui ont la bombe nucléaire. Donc 2 dans le bloc de l'Ouest, 2 dans le bloc de l'Est, ce qui donc équilibre ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. La guerre froide fonctionne comme ça. Tant qu'on a l'impression que on peut se prendre dans la figure ce qu'on peut envoyer à l'autre, bah, ça sert à rien, quoi. Le jour où quelqu'un aura le sentiment qu'il a l'avantage sur l'autre et qu'il peut attaquer en ayant moins de risques de contre-attaque, là, les choses pourraient éventuellement changer. Mais tant qu'il y a un équilibre de la terreur, on va voir qu'on se menace, on se titille, mais on ne va pas trop loin. Et donc vous avez un beau petit schéma à la fin qui vous résume un peu tout ce qu'on a fait, mon long blabla. On a bien ici dans la première partie un monde meurtri avec le bilan matériel, le bilan humain que je mets au centre et le traumatisme, le bilan moral, la volonté de mettre en place un nouvel ordre mondial, politique pour lutter contre la guerre, de reconstruction économique aussi, mais rapidement, ce nouvel ordre mondial va laisser apparaître de nouvelles tensions avec un monde qui va devenir rapidement bipolaire, contrôlé par deux grandes puissances liées à la doctrine Truman et la doctrine Jdanov qui coupe le monde un peu en deux, avec donc le début de la guerre froide qui se déroule un peu en Europe, ça ira aussi un petit peu en Asie, on en reparlera dans le prochain chapitre, et puis de nouvelles zones de conflit qui apparaissent, et notamment donc le Moyen-Orient. Voilà pour cette fin de chapitre. La nuit vient de tomber. Je vous enverrai la suite, tout au moins le début, la première partie. On s'arrêtera là et je vais vous donner la première partie du chapitre suivant parce que ça reprend un peu les choses qu'on vient de voir là, donc ça devrait aller assez vite. Donc j'essaye de vous envoyer ça demain, lundi donc. Et pour les réjouissances des vacances, je vous invite à revoir attentivement les deux chapitres de géographie parce que, comme je vous l'avais dit, je ferai une interro à la rentrée, une interro de connaissances, donc une interro basique sur le cours, donc la semaine de la rentrée. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite, donc à demain probablement, pour la suite de nos aventures géopolitiques. Voilà, allez, bonne soirée, à très bientôt, au revoir.